contrôle sur soi, sur sa vie et sur sa santé. Les médecins, dans le cadre de mon étude, parlaient beaucoup de rassurance. Vu que c'était un objet, un papier là, qu'on remettait à la personne, il y avait un sentiment de rassurance. Donc, autant utile pour les patients que les médecins de famille. Ce que la littérature dit et suggère, c'est qu'il faut que ce soit remis en personne au dernier traitement ou dans les 6 mois suivants. Là, il y a un gap entre la fin et 6 mois. La majorité des études préconisent la fin, vraiment le dernier traitement. Et on est en train de travailler sur ça chez nous au CHU. On dit que l'infirmière serait la personne désignée pour la remise. Dans toutes les études, à part quelques études qui ont parlé de l'oncologue, ce serait l'infirmière qui serait la personne désignée. On dit que plusieurs études veulent que ça devienne un standard. Puis actuellement, il y a seulement 3 études randomisées donc, qui ont été faites concernant son efficacité. Le problème de ces études-là, c'est que les patients étaient multisites, donc on mélangeait un peu les patients, puis il y avait eu leur diagnostic entre 2 ans et 6 ans. Là, donc on peut pas, c'est pas le but du plan de soins de suivi, il n'est pas à remettre dans 1 an, il est à remettre à la fin du traitement. Donc, on dit que toutes les personnes qui terminent le traitement initial devraient recevoir un plan de soins de suivi. Actuellement, il y a un large éventail. Donc, il existe des plateformes où les professionnels de la santé vont chercher des plans de soins de suivi. Très peu en ont. Des fois, c'est juste une personne, une infirmière qui en développe un ou qui se fie sur plusieurs plans de soins de suivi qui existent et elle en développe un. Donc, et il n'y a pas beaucoup d'études jusqu'à maintenant, même si on le demande, on le suggère depuis 2006. Cette année, vu qu'aux États-Unis, ça devient un standard, peut-être qu'il va y avoir des études qui vont nous pister plus dans les prochaines années. Bien sûr, il y a des obstacles. Il ne fait pas juste des belles affaires. Ce n'est pas le bouton non plus, ce n'est pas le trèfle à 4 feuilles ou le bouton à 4 trous. Donc, on dit que du côté des médecins de famille, eux autres, ils ont peu d'accès aux survivants parce que les spécialistes les gardent longtemps sous leurs soins. Manque de connaissances, j'en ai parlé. Pas de guide de pratique non plus, donc pour les soins de suivi. Donc, peu d'accès aussi pour les personnes aux soins de suivi parce que ce n'est pas organisé. Puis, il y a une question aussi de temps et de remboursement. Au niveau des médecins spécialistes, on dit que c'est une charge de travail supplémentaire, donc de temps pour le remplir, pour la remettre, de ressources et de remboursement aussi. Actuellement, il n'y a pas grand-chose de fait. On en parle, mais on ne fait pas grand-chose. Donc, dans le plan d'action en cancérologie, Direction québécoise de cancérologie, on parle de soutenir la participation active du patient dans son parcours thérapeutique. Alors, c'est dans son parcours thérapeutique, on a décidé que, diffusion d'outils à l'appui des meilleures pratiques d'information lors de son accueil, pendant et à la fin des traitements. Donc, on le nomme, mais on ne fait rien. Même chose dans le partenariat canadien contre le cancer. Dans le plan stratégique, on parle d'intégrer la perspective axée sur la personne et l'expérience globale du cancer. Donc, d'intégrer les soins spécialisés primaires et de favoriser les transitions dans ce cheminement-là. Mais on ne fait rien non plus. L'Association canadienne de psycho-onco, dans son document d'orientation, parle aussi de soutien durant la transition vers la survie étendue et qu'il devrait avoir un résumé de traitement et un plan de soins de suivi à la fin du traitement actif. La Société canadienne du cancer, dans son petit livret « La vie après un traitement de cancer », en parle aussi. Comme je l'ai mentionné, aux États-Unis, les programmes hospitaliers, ça prend une accréditation depuis cette année. Donc, toutes les personnes doivent avoir un plan de soins de suivi à la fin du traitement. Puis, bien sûr que l'utilisation actuellement est inconstante. Et bien sûr que le Québec est en retard sur le développement et la mise en place de soins de suivi. Nos collègues de Toronto, Doris Howell, Jennifer Jones, sont très en avance. Leur équipe sont très en avance. Donc, ils ont développé un centre, Elixir. Et ils ont des cliniques de fatigue, nutrition, entraînement, soutien en ligne. Il y a de la cuisine aussi, dans la nutrition. Ils n'ont pas juste accès à des nutritionnistes, ils ont accès aussi à des chefs. Et je suis allée travailler avec eux autres aussi. Donc, ils ont aussi un cancer survivorship follow-up clinique au Women's College qui est vraiment bien intégré. Puis, ils ont, des cliniques de douleur
post-traitement initial. Alors, brièvement, le projet qu'on a développé, en fait, dans la première phase de mon projet, c'était de développer un plan de soins de suivi avec une équipe interdisciplinaire. Donc, j'avais 48 personnes, donc j'avais 24 professionnels de la santé, j'avais 24 femmes atteintes de cancer. Donc, on a développé un plan de soins de suivi pour des femmes atteintes de cancer de l'endomètre avec traitement adjuvant. Donc, avec l'équipe, avec eux autres et avec les gestionnaires, parce que quand on veut faire des changements, on sait que ça prend les gestionnaires. Donc, on a impliqué les gestionnaires aussi. On a validé avec l'équipe et on l'a prétesté dans la deuxième phase qu'on vient de terminer avec des femmes atteintes de cancer. Des résultats rapidement, là. En fait, ce qu'on a fait, nous, c'est que le plan de soins de suivi était remis par l'IPO, le dernier traitement. Donc, ce qui a été très utile, ce qu'on nous a dit, c'est que c'était l'infirmière pivot regardait le plan de soins de suivi, mais aussi la personne, la patiente pouvait poser toutes les questions sur ce qui s'en venait, poser des questions dans le plan de soins de suivi. Fait que cette rencontre-là, qui durait entre 45 minutes et 1 heure, était très, très, très appréciée. D'ailleurs, c'est ce que un groupe dans le CHU de Québec veulent mettre en place, une rencontre de fin de traitement, et le plan de soins de suivi sera un outil. Hein. Comme je vous dis, c'est pas, mais c'est vraiment un outil d'information et de communication pour la personne. Donc, on dit que le plan de soins de suivi est utile pour donner de l'information, entre autres, sur la gestion des symptômes, qu'est-ce qu'il faut surveiller, parce que c'est vraiment ça qu'on a mis dans notre plan de soins de suivi. Le suivi qui s'en vient, en fait, là, je nomme juste quelques résultats, et aussi les ressources disponibles, parce qu'on nous a dit, je ne savais pas que ça existait. Donc, nous, les ressources qu'on a mises, c'est vraiment ciblé pour les femmes atteintes de cancer de l'endomètre. Donc, beaucoup sont allés chercher ces ressources-là. Les médecins de famille, ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils appréciaient le plan de soins de suivi, il était détaillé, clair, il était complet. Et on dit qu'il y avait une meilleure connaissance de quoi surveiller eux autres comme médecins et les ressources aussi, qui contacter. Ça semblait être quelque chose d'important pour eux autres. Là, s'il y a quelque chose, si j'ai une question, ce lien-là qu'on aimerait finalement améliorer. Puis, ce que j'ai eu beaucoup aussi dans mes questionnaires, le plan de soins de suivi, quand je posais la question, est-ce que vous pensez que toutes les femmes atteintes de cancer devraient le recevoir? Est-ce que d'autres sites de cancer? Et en fait, j'ai eu, mes 18 réponses m'ont dit la même chose, là, tous les sites de cancer, et on a précisé 5 colons prostate. Alors, voici. J'ai pas été trop long. Merci infiniment. Commentaires, questions? J'inviterais M. Henrichon à se joindre à nous. Oui, une question. Suzanne? Est-ce que des sections j'imagine que des sections qui doivent aussi obligatoirement être complétées par l'oncologue? Quelle est la participation de l'oncologue? En fait, dans le cadre de notre étude, c'est plus une vidéo qui l'ont fait. C'est un document qui est sur la plateforme. Donc, normalement, parce que là, je suis en train de d'écrire l'article qui va sortir, ça, vous allez savoir à quoi ça ressemble. Mais il y a des sections. En fait, nous, on l'a fait par section. Donc, section chirurgie, section chimio, radio. Et chaque spécialiste devrait théoriquement rentrer sa section. Il y a des particularités en radio, qu'est-ce qu'ils ont utilisé en curie, tout ça. Là, c'est l'infirmière pivot qui est tout allée chercher l'information. Mais le document devrait suivre sur la plateforme, puis chaque professionnel de la santé qui a été dans le dossier devrait, c'est ça qu'on vise. Là. Et d'ailleurs, au Princess Margaret, quand je suis allée travailler avec eux autres ont beaucoup de sous là-bas. Et en fait, Doris Howell, qui fait beaucoup de normes nationales, que vous connaissez certainement, travaille activement sur ce projet-là parce qu'on pense que ça va devenir une norme ici aussi. Et eux ont piloté avec cancer de l'endomètre et cancer du testicule. Et en fait, eux autres, c'est comme ça que ça fonctionnait. Là. Chaque médecin qui était dans, chaque professionnel, chaque spécialiste remplissait une partie. Puis là, il y a toute une partie informatique qui est générée là, tout ça, là, mais ça veut être comme ça. Là. Le but, c'est ça. Le but, c'est que ça ne prenne pas trop. Actuellement, ce qu'on dit, c'est ça, c'est que c'est long à remplir. C'est long, surtout à remplir. Puis quand on le remet aussi, il faut prévoir ça dans la trajectoire. C'est quand même des sujets qui interviennent de Oui, en fait, oui, c'est ça. Puis c'est probablement ce qu'on va proposer là, dans les suites de mon doc. Là. C'est ce qu'on va proposer là,
Mais le changement en fait, l'idée du plan de soins de suivi, moi, je suis arrivée dans une équipe qui était très ouverte, puis qui m'ont dit, bon, on entend parler de ça dans les congrès, on le sait qu'on s'en va vers là. Donc, j'ai eu un accueil, mais probablement que pour le prochain échantillon, on va se servir comme vous disiez, madame, l'importance que l'IPO a dans la vie des patients. Là. On va se servir même s'ils sont à redéfinir son rôle actuellement, là, mais on sait qu'elle est là au moins jusqu'à après la fin du traitement initial. Oui? Oui, Louise. Oui. L'importance peut-être que dans les ressources qu'on met dans les plans il y ait des ressources pour accompagner ça. Parce que d'en parler d'emblée, c'est comme toute chose. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est vraiment la fin du traitement? Est-ce que c'est quand on revient 3 mois après? J'imagine que ça dépend de chaque personne. Là, mais... Peut-être par antidépistage à détresse. Oui. Mm-hmm. Infirmier. Parce que nous, à l'intérieur de la... Et donc, on préparait la formation, puis il y avait une diagnostic. On l'a enlevé parce
c'est vraiment à part les comportements de santé, parce qu'on a un espace pour l'amélioration des comportements de santé, où on a mis une case pour que la personne écrive ce qu'elle veut changer, bon, sur quoi elle veut travailler. C'est plus de l'information. On n'a pas d'objectif de soins. Donc, c'est vraiment plus de l'information. Qu'est-ce que je dois surveiller? C'est quoi mes ressources? C'est quoi le suivi? Puis, en fait aussi, nous, on l'a fait en 4 pages. La première page, c'est un print, c'est un peu une photo de ce qui est arrivé pendant ma maladie. C'est quoi mon diagnostic? Qu'est-ce que j'ai eu? Quel traitement que j'ai eu? Donc, quand la personne arrive avec son médecin de famille pour dire quelque chose, il y a comme une petite photo de ce qui est arrivé dans la dernière année ou dans les 2 dernières années, peu importe. Il y a eu comme cette espèce d'absence-là là, avec le médecin de famille. Donc, c'est beaucoup ça. Et de solliciter le médecin de famille à ce moment-là avec toutes les ressources, les noms des personnes ressources, à prendre contact s'il y a une question, à prendre contact avec le radio-oncologue pour dire quelque chose, s'il y a eu quelque chose, s'il y a des symptômes là, qu'on voit actuellement qui peuvent peut-être être liés avec la radio-onco. Fait que c'est vraiment plus un outil d'information puis de communication là, que le patient peut utiliser. Là. Oui. Maryse, Marie-Josée et Jannick. Puis, Allez. C'est le fun de voir toute l'évolution dans le contexte. Employer le jargon, on parle de jargon tout tantôt, le projet de vie, les promotions de santé, c'est bien beau. Oui, il y a de l'enseignement qui Il y a de l'enseignement à faire, puis qu'est-ce que la personne veut. Exact. Puis je pense à mon expérience de pourquoi les gens ne prennent pas le risque. Alors, comment l'infirmière, est-ce qu'il y a un plan de match pour En fait, c'est dans le cadre de notre étude, puis ce qui s'en vient aussi, c'est vraiment de créer un moment, un moment propice pour la remise. Puis l'infirmière, ce que les IPO ont fait dans le cadre de mon étude, c'était vraiment de reprendre point par point. Puis je te dirais que même le diagnostic, des fois, ça va être « Ah, c'est ça que j'ai! » Ça, ben, étrangement, là, je l'ai sur cassette. Là. Je l'ai comme... c'est vraiment... Donc, de reprendre à la fin du traitement, donc, il y a l'information qu'on laisse, mais qu'on explique aussi. Quand on arrive au comportement de santé, ben, on prend le temps. On prend le temps vraiment parce que, par exemple, on dit quelque chose, nous autres, en cancer d'avant-de-naître, un facteur prédisposant, c'est le poids. La majorité de nos femmes sont en surpoids. Donc, juste d'essayer d'aller en discuter, pas juste de dire voici, pour te manquer ça, pour que tu fasses l'exercice, mais d'amener, parce que les femmes nous disent, ah, je le sais que pas de poids. Fait que juste d'entamer cette discussion-là, de créer ce moment-là pour que la personne puisse poser des questions, et que l'infirmière puisse donner de l'information et répondre aux questions. Comme apaiser un peu la fin du traitement, parce que j'ai de mes patientes qui me disent oui, j'ai pris mon bonnet puis je l'ai mis dans la poubelle avant d'arriver, mais j'en ai d'autres aussi qui étaient en panique totale quand il terminait, parce que je reviens, là, il m'a dit 3-4 mois, je ne le sais pas, ils vont me rappeler, j'ai pas de rendez-vous, ils vont me rappeler, donc il y a vraiment ce sentiment-là de, pas de perte de contrôle, c'est peut-être un peu exagéré, là, mais d'anxiété, de détresse. Non, c'est de créer ce moment-là, là, puis je sais qu'il y a un comité là, qui ont commencé, des cliniciens qui ont commencé à travailler justement à faire quelque chose à la fin du traitement initial. Il y a vraiment quelque chose à faire là, parce qu'ils sont tous dans la redéfinition du PO. C'est peut-être sur le c'est ça. C'est ça, exact. Marie-Josée? Jannick?
qu'on a à travailler dans un PSI Mhm. ou un PSI, le projet de vie, les certificats de l'information. Ce que je me demande, c'est quoi la pertinence de déjà on a tous ces documents-là sont pour améliorer la coordination. Puis on a notre fameux PSI, tout plan de service individualisé, implémenté c'est pour favoriser la communication. Soit dans ça, le plan thérapeutique infirmier et le suivi pour l'infirmière, écrit, normé. Et je me disais qu'on est dans une période où on veut standardiser la vérification. Est-ce que c'est possible que De se rejoindre quelque part. Parce que là, ce que je comprends, c'est que l'infirmière beaucoup le complète. Et malheureusement, le cas aussi, c'est souvent des pays chaque mois. Comment vous voyez ça? De rejoindre tout ce que... Oui, parce que c'est pas loin. C'est la coordination. Je ne me suis pas posé cette question-là, sincèrement, parce qu'on est tellement au balbutiement je sais qu'il existe d'autres choses. Peut-être vous m'amenez une nouvelle ouverture, là, piste de réflexion. Sincèrement, là, merci pour... Monsieur Henrichon, Monsieur Mir. Oui, moi, je vous écoute depuis tantôt, puis vous parlez d'un plan qui est personnalisé. Moi, je fais une distinction entre individualisé aussi et personnalisé, adapté vraiment à la personne que vous traitez. Est-ce que c'est une recette, votre plan, tel type de cancer, c'est telle affaire qui va se produire au niveau du suivi, ou encore on tient en ligne de compte comme les motivations de la personne pour le traitement. Des fois, ce n'est pas pour la personne elle-même qu'elle embarque dans cette aventure-là de traitement, mais c'est pour sa famille, pour les individus qui l'entourent. Donc, la peur de la mort ne l'habite pas nécessairement, cette personne-là. Donc, est-ce qu'on doit parler dans son plan de suivi de la mort à cette personne-là? C'est dans ce sens-là que je dis qu'on doit vraiment l'adapter dans mon esprit à la personne que vous traitez. En fait, il est adapté à la personne qui a été traitée quant à son histoire clinique, quant aux ressources et quant au suivi. Mais ici, en fait, puis quand on dit adapté, c'est que tout ce qu'il y a eu comme soin, par exemple, s'il y a eu des problèmes au niveau de la nutrition, si la personne a été rencontrée en psycho-onco, tout ça, va faire partie du plan de... Donc, il y a des ressources, là. On n'aborde pas du tout la mort, là, peut-être que l'infirmière pivot à la rencontre l'aborde, là, mais c'est quoi la distinction que vous faites entre personnalisé et individualisé? Ben, c'est parce que je prends la santé dans un tout. C'est pas juste sur le point de vue organique, c'est sur le point de vue de l'esprit. Tout à fait. Et sur le point de vue de l'esprit, ben, je pense qu'on doit aborder les effets psychologiques également. Mais pour aborder les effets psychologiques de ce traitement-là et de la survie s'il passe au travers. Parce que donc ça, c'est personnalisé? Ben, c'est individualisé. Okay. En fonction de l'individu traité. Effectivement. On n'aborde pas... en fait, ça a été demandé, la littérature a parlé de ça. Certaines études ont nommé que tous les besoins, ce soit... parce qu'on parle beaucoup des besoins physiques dans ce cas-ci, même si on donne des ressources au niveau autre, psychosocial, tout ça. Les études ont abordé ça. Si on devait... moi, chez nous, les médecins que j'ai rencontrés, les psycho-oncologues, n'étaient pas très ouverts à ce qu'on... Parce que c'est un document qui circule. Là, donc, à avoir un diagnostic, à avoir... qui soit écrit dans le plan de soins. Problème de détresse existentielle. Je n'ai pas nommé. Cependant, quand on a nommé durant l'événement de soins, les ressources qui a été consulté, mais ça, c'était un peu litigieux là, au niveau de tout ce qui n'est pas physique ou plus existentiel. C'est pas nommé. Comme peur de la récidive, puis tout ce qui est au niveau détresse émotionnelle, ce n'est pas nommé dans le plan de suivi
soins de suivi qui circulent. Monsieur Mire, et on va à la pause après. Vous pourrez discuter entre vous. Qu'est-ce qui arrive? Puis, seul, avec d'autres, vous incluez au pluriel. En fait, ça, sincèrement, c'est pas dans le plan de soins de suivi, sauf nous, on est en cancer d'endomètre, donc il y a des effets secondaires persistants et tardifs. Ça, on en parle dans le cas de, comme vous dites, dans le cas de cancer. Même si la sexualité est une problématique pour tous les types de cancers qui ont des traitements. Oui. Puis après, il y a des Mhm. il y a aussi la perte de ton réseau habituel Au réseau, tout à fait. dans la famille. Carrément, il y a des rencontres. Mon mari, sont partis. Oui, pas c'est le gars qui sont tout seuls. Peu importe. Il n'y a pas L'autre effectivement. dimension qui n'est pas importante, je pense, c'est l'économie. Le coût. Je rappelle, moi, je dis qu'on écoute pour 3 000 $, 3 500 $ de médicaments par année, parce que c'est un cancer qui date de presque 20 ans. Et donc, tu fais ça par 20, ça n'en fait pas mal. Il y en a qui ne sont pas capables de faire avec ça, qui sont coincés avec ça. Je ne sais pas si dans votre plan de soins, c'est des aspects qui sont abordés. C'est plus des effets qui sont discutés, mais qui ne sont pas écrits dans les choses à surveiller. Ou, C'est pas dans le canevas. c'est pas dans le canevas. C'est pas dans le canevas, mais pour le patient, Tout à fait. c'est dans Tout à fait. son canevas Les- principal. Tout à fait. Tout à fait. En fait, le domaine biopsychosocial est plus grand que le domaine. Tout à fait. Arrête cancéreux, addict, bon. Pas ça, là. C'est comment je vais payer ça, puis comment je vais faire Tout à ci, fait. comment je vais faire Tous les problèmes qui sont liés. Tout à fait. Alors, je vous invite à aller à la pause et à poursuivre la discussion. On revient dans 15 minutes. Merci, Joanne Hébert. Merci, Joanne. Bienvenue. C'est commencé suivi, là. Il va que je peux avoir des petits. C'est comme si tout est dans le temps. Tu vas commencer plus tard de l'heure que je te sens. Mais ce qui va être intéressant, c'est Oui, de je voir voudrais tout de suite me déplacer parce que je vais mettre ça. Je vais mettre le micro comme ça. Oui, c'est correct, c'est juste que c'est pas la présentation que je veux mettre, c'est mon pointeur. Je veux avoir, ça n'a pas l'air d'être encore, oui, ok. Ça va me permettre d'avoir une pause dans les diapositives. On est un petit peu en retard sur notre horaire, puis on va récupérer ça où? On va récupérer ça ici, Dans l'échange. OK, c'est bon. On dépasse Alors, un peu, c'est pas grave. on ne coupe pas ton temps, Non, non, faut pas soit que je sans fasse des crainte. Parce que c'est capté en vidéo. Peut-être que les gens puissent parler parce que les questions, les entendent Les pas. entends pas. C'est ça. Je pensais quand vous avez des gens de passer le micro. Parce que je ne sais pas ce que ça va donner en captation vidéo. Je sais, mais Ah. ce qu'on va faire, on va couper les échanges interactifs. Dépendant à quelle heure on raccourcira le On a 1h30 de dîner. Il y a le recours sur les ateliers aussi. Pendant la je veux quand même laisser le temps. Là, pour les ateliers, je vais avoir des petites pancartes. Là, pour les ateliers, déjà, les 3 pourraient le laisser. Ce qui semble être trop vite. C'est dans une petite salle. Je n'ai pas compris ce que tu as dit.
ça, je sais pas. L'atelier 3 et 2, ça pourrait se faire ici. Il y a plus de gens. L'atelier 1 et 2, il y a ça. Excellent. Vous n'avez pas. Non, ben je peux les poster. Peut-être ouais, les poster. Mais je pensais à ça. Je ne sais pas si vous allez chercher ces crayons. Il y a des post-it qui sont là. Vous avez des crayons. L'observe aussi. Les parle. Ouais. On va y aller avec les c'est ça. Fait que, on va faire ça comme ça. C'est trop dérangeant quand je vais prendre des photos? Non, ok, je suis pas sûre. Mais de toute façon, comme c'est capté en vidéo, on va avoir plus belles photos que. Parce que là, La conseillère dans les entrevues. Ben, on va voir. Mais- Parce que J'essaie de bien l'inclure parce que justement, ça travaille en équipe. Bien sûr, c'est sûr, mais c'est parce que c'est comme des collaborateurs proches. C'est comme si tu choisis. En tout cas, c'est vrai que à la limite, moi, je trouve ça correct qu'il l'ait fait, là, mais c'est tellement pas dans les mœurs de. Regarde, je ne vais même pas. Non, on te connaît, c'est vrai. Ça fonctionne-tu? Test, test, ça va être bon? Je sais pas. Je pense que oui. Je suis peut-être un petit peu plus haut. Hein? Toujours un peu. Bon, oui, c'est sûr. Il faut que je. Je vais juste fermer. Faut que je... Ça peut te faire plaisir. Non, c'était déjà croisé, on s'est parlé, on s'est parlé. Moi, j'ai l'impression que je passe. c'est intéressant, j'ai bien hâte de voir. J'espère Parce que je vous décevrai pas. Oui, ben non, pas du tout. Il n'y a tellement pas grand-chose là-dessus que. Ah ouais. En tout cas, quand j'ai fait ma littérature, Sur la liste. sur les transitions, Transition, oui. on le voit que, je ne sais pas dans ton milieu, mais je trouve qu'on est vraiment pas rendu à détecter la détresse dès le début. Ah, On est vraiment toujours en mode de rattrapage.
Oui, en fait, nous, à la DQC, on travaille l'accès à l'innovation. On travaille la priorisation de priorisation où l'infirmière puisse savoir au moment où elle reçoit une demande de consultation, est-ce qu'elle doit le voir dans le 24, dans la semaine, dans le mois, de prise de priorisation, si elle devrait. On travaille sur ça, mais on travaille pas sur Les défilés. on avait les mêmes mois, très plus longtemps. Parce que je me disais, de savoir que ça se Tout à fait. Compris. et accepter de oui. Et aller À 2 ans de ma retraite. À Argentin. J'en ai trouvé une, madame.
À quel Oui, elle prend tes photos. je te laisse. De l'île. Avec une expertise en oncologie depuis combien Oncologie. J'ai senti. Moi, elle me fait acheter ça comme ça. Alors. Un rapprochement. Va être établi pour c'est ça, pour les Permettre de prendre la carte. c'est un continu. Exactement. Doit être là. L'investigation. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons reprendre. C'est ça, mais les médecins aussi. Alors, de belles discussions. Madame Joannette. Ah, j'aurais pas osé, mais... Quand tu as parlé de famille, là, c'est ça. Oui, bien, on est toujours heureux de voir que les discussions se poursuivent comme ça à la pause. Ça veut dire que les présentations ont suscité beaucoup d'intérêt. Alors, on poursuit dans la même veine et j'ai le plaisir de vous présenter Madame Nicole Tremblay, qui est conseillère clinicienne en soins au CIUS de l'Est de Montréal, qui détient une expertise en oncologie et en soins palliatifs depuis plus de 20 ans. Donc, elle va nous présenter une présentation qui a été développée aussi avec Madame Odette Roy sur les regards croisés sur le dépistage de la détresse. Alors, sans plus tarder, Nicole, je te laisse la parole. Oui. Alors, j'ai pris un autre micro. Est-ce que le son est bon pour la personne qui fait l'enregistrement? Oui. Alors, donc, merci au comité organisateur de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Et puis, ça va nous permettre de faire état, dans le fond, de différentes perspectives, dont celle des patients, bien évidemment, qui sont atteints de cancer et qui ont à traverser différents moments clés dans leur trajectoire, qui sont prises avec différentes difficultés. Donc, on va présenter des résultats de cette détresse-là qui peut survenir. On va présenter aussi la perspective des infirmières sur le dépistage de la détresse également. Puis, on aimerait, en espérant qu'il va nous rester suffisamment de temps, vous entendre, les autres acteurs dont on fait partie, nous, les cliniciens, sur comment, justement, faire, en croisant ces regards-là, de perceptions qui peuvent être différentes sur le même sujet, on peut faire émerger un partenariat